YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle pour la première fois on va faire une vidéo react, donc une vidéo réaction à la première vidéo que Thaïs a postée de son podcast qui est sur YouTube. Et il y a donc plusieurs invités dont Oussama Ammar et ils vont parler du business OnlyFans. La vidéo est très longue, elle fait à peu près 2 heures, donc je vais pas me lancer maintenant dans tout de suite vous donner mon avis sur OnlyFans, sur Thaïs, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire, mais donc je vais lancer le podcast, je vais réagir au fur et à mesure et puis je vous ferai une petite conclusion à la fin. Et je vous mettrai bien sûr en description le lien pour aller voir la vidéo en question, pour que vous puissiez la voir dans son entièreté, vu que moi de toute façon je vais sortir des phrases parfois de leur contexte. Et puis avant de démarrer, je tiens à vous rappeler que évidemment, comme on va parler de misère sexuelle, bien sûr, vu qu'on va parler de OnlyFans, si vous n'avez pas envie ou plus envie de traîner sur OnlyFans ou de payer des femmes soit en virtuel ou soit dans le réel pour avoir une relation ou un ersatz de relation, eh bien, passez par moi. Ça vous coûtera bien moins cher sur le long terme et vous aurez de bien meilleurs résultats. Le premier appel est toujours gratuit et voyez comment le love coaching peut vous aider, mais surtout comment est-ce que moi je peux vous aider à améliorer votre situation et à sortir de la misère affective sexuelle. Voilà, ou peut-être appeler Thaïs, je ne sais pas, on va voir dans cette vidéo si elle a de bons conseils ou de bonnes alternatives pour les hommes qui sont perdus sur OnlyFans. Bref, voilà, je ne m'attarde pas plus et je démarre la vidéo. On est parti. Moi je suis modèle, je sais ce que je fais, j'assume totalement. Mes parents sont au courant, tourne le cours, tout va bien. Et au pire, ça me fait de la pub. C'est un métier qui me rend vraiment heureuse. Que tu le veuilles ou non, il y a l'apport à la société. Ces femmes, d'abord, elles développent des revenus alors qu'avant, elles ne en développaient pas. Donc en termes de sortie de la pauvreté et en termes de développement économique et de l'impact que ça va avoir sur leurs enfants, Je trouve ça fou qu'on utilise cet argument parce qu'il y a des tas de choses, oui, qui nous permettent de sortir de la pauvreté, enfin en tout cas sur le court terme, mais qui ne sont pas du tout recommandables ou morales ou légales. Et surtout que quand il dit ça, je suis moyennement d'accord parce que sur le court terme, oui, évidemment, il y a moyen de se faire pas mal d'argent. Et encore, maintenant on en revient, on a quand même appris, entendu pas mal de témoignages qui disaient comme quoi, qui expliquaient que c'était très difficile de se faire de véritables gros revenus. Ça peut être un complément de revenus et il me semble que la moyenne aux États-Unis c'est style $180. Donc par mois, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc je trouve ça vraiment affreux comme argument parce que c'est pas... faire OnlyFans, c'est pas comme faire un petit boulot qui nous ramènerait de l'argent pendant X temps et puis on peut passer à autre chose. Non, non, non. Là, vous avez une trace numérique énorme. Tout ce que vous avez fait sur Internet peut être retrouvé. Vous avez peut-être fait des choses qui vous ont traumatisé, aussi pas traumatisé, avili, déprimé, ça peut vous pousser dans une certaine dépression, ça peut vous isoler parce que si vous faites ça et que vous avez de l'argent, vos proches vont vous demander comment vous avez gagné de l'argent et vous ne pouvez pas dire la vérité parce que vous avez honte. Donc bon, cet argument de ça rapporte beaucoup d'argent, donc c'est génial. Je trouve que ça ne peut pas prédominer sur tout. Après, c'est évident que quand on est en galère, c'est bien mieux de faire du OnlyFans que d'aller se prostituer dans la vraie vie. Mais je n'aime pas cet argument, je le trouve en fait un peu dangereux, quoi. Et un peu je m'en foutiste parce que qu'est-ce que ça envoie comme message alors pour les filles qui vont regarder ça, quoi. on peut te raconter ce que tu veux. Vous êtes peut-être libre de poster des photos de vous à poil sur ces applications. Et moi je suis libre de dire j'estime que c'est de la prostitution et que je trouve pas ça ni éthique ni moral. Y a pas besoin d'être chrétien pour comprendre qu'il y a un problème, tu vois. J'ai une position qui peut être un petit peu ambivalente parce que je suis aussi catholique pratiquant. C'est pas de la prostitution. Madame de Pompadour, qui a une descendance française, qui se prend pour des aristos dans ce pays et qui fait des rallyes, ont une arrière-arrière-grand-mère qui est une... Moi, si j'étais toi, je couperais ce passage. Tu vas passer pour le plus gros. C'est fou qu'ils se disent catholiques pratiquants parce que... on va le voir plus loin dans la vidéo. Moi, je le sais parce que je le connais. Enfin, je sais plus ou moins qui c'est, Lorenzo. Donc lui, il gère une agence... il gère des modèles OnlyFans, quoi. Mais le fait qu'il soit catholique, pratiquant, à la limite, même s'il n'avait pas dit pratiquant, mais c'est juste catholique, c'est évidemment un peu... très particulièrement contradictoire parce que bon, il me semble que Jésus il a accueilli Marie-Madeleine mais c'est pas, il n'est pas devenu son Mac quoi.
Donc, ouais. Bon, bah, à voir ce qu'il va apporter comme argument plus tard, quoi. De l'histoire de l'humanité. L'unique avantage que je vois aux plateformes type OnlyFans et Mime, pour moi, c'est... Mais toi, t'es incroyable. Je suis en train de tomber amoureux, là. Tu sors des dingueries. Bonjour à tous et Bon, bienvenue alors, quand même, juste petite parenthèse sur le générique et le style et le nom. Le fait qu'elle appelle déjà son podcast Pilule Rouge, moi je trouve qu'il y a un côté un peu ringard dans le sens... toutes ces thématiques et le côté même un peu hype et underground du truc, c'est quand même passé. C'était il y a, je sais pas moi, il y a 5 ans, peut-être même il y a 10 ans, mais allez, il y a 5 ans. Mais là, maintenant, ça me semble déjà un peu dépassé. Je veux dire, c'est plus ça les enjeux. C'est des questions qu'on a déjà travaillées, retravaillées et exploitées. Et sur YouTube, on en a beaucoup parlé. Si vous avez l'habitude de traîner sur YouTube, vous vous en êtes bien rendu compte vous-même. Et puis, visiblement, elle veut faire un podcast un peu à l'américaine, très clivant. Bon, pourquoi pas, en invitant des invités qui vont un peu se clasher. Mais le truc, c'est qu'en France, on est... Je sais pas si on n'est pas un peu moins comme ça. Autant on a la culture du débat, mais on n'a pas la culture autant du clash ou des idées raccourcies. Enfin, même le français ne permet pas ça autant que l'anglais. Mais bref, on va voir. Et ensuite, je trouve que de la même manière que Pilule Rouge, ça sonne un peu ringard, quoi. Le générique, visuellement, moi qui ai fait du graphisme, je dois dire que je le trouve pas fou. On dirait un générique genre Les Amours... Ouais, comme Les Amours, quoi. Donc, pareil, c'est vieillot par rapport à qui c'est Thaïs, par rapport à l'ambition des sujets. Donc, voilà. Je trouve que titre intitulé et générique un peu vieillot, en espérant que les idées soient un peu plus au taquet. Dans ce premier épisode du nouveau podcast Pilule Rouge que je vais animer. Ce podcast qui va, je l'espère, devenir parmi vos préférés, qui va traiter des relations de femmes. Et l'objectif, c'est d'inviter des gens qui peuvent adopter des postures et des avis très différents sur ces questions-là, histoire d'avoir un débat un peu animé, éventuellement un peu de clash ou non. Mais voilà, autour de moi aujourd'hui, j'ai donc quatre invités que je vais laisser se présenter les uns après les autres. Petite particularité de l'émission, en plus de votre nom, votre âge, ce que vous faites dans la vie, vous pouvez aussi donner votre situation amoureuse, que vous êtes en couple, célibataire ou autre chose. Écoutez, on va commencer par Oussama Ammar, qui est notre invité spécial de cette émission, que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Oussama, je te laisse te présenter. Oussama Ammar, situation matrimoniale très amoureuse. C'est mignon. Beaucoup d'amour à donner. J'ai 3 compagnes qui s'entendent très bien. Voilà. Et puisque tu es polyamoureux, c'est ça ? Voilà, polyamoureux. C'est officiel, d'accord. C'est officiel. Écoute, je te laisse te présenter également. D'accord. Alors, bien sûr, c'est mon tout premier podcast, vraiment. Oui. Je m'appelle Messaïna, je suis créatrice de contenu, donc pour adultes sur des plateformes privées, simplement. Situation matrimoniale, je suis libertine et j'ai un chien. D'accord. C'est tout. C'est lié les deux ou... Là, c'est... Ça, c'était marrant, mais en soi, elle a pas l'air très à l'aise. Alors, je veux bien que ça peut être un peu intimidant faire un premier podcast. Après, si son métier, c'est quand même de se montrer, de se mettre en scène, elle a pas l'air très sociable. Je pense que... Enfin oui, c'est ce que je disais, que ça doit quand même isoler, quoi, de faire ce métier. Ça doit isoler. Et du coup, on ne doit pas être très à l'aise socialement, quoi. Bon, après, attention, hein, je suis sûre qu'il y a plein de filles qui le font et qui ne sont pas hyper gênées et gênantes. Mais quand même, ça doit jouer dans la balance. Bonjour, moi c'est Laurie, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en communication digitale et j'ai été 1 an sur OnlyFans, voilà. Donc je suis ici un petit peu pour parler de mon expérience sur cette plateforme. Écoute, salut tout le monde, moi c'est Lorenzo, j'ai 23 ans, bientôt 24. Ça fait depuis 2020 que j'ai plusieurs business en ligne, donc je vis à plein temps de mes activités en ligne. Et là, la raison pour laquelle je suis sur ce podcast, c'est parce que j'ai aussi une agence OnlyFans. Et j'ai une position qui peut être un petit peu ambivalente, parce que je suis aussi catholique pratiquant. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu.
Ouais, ça pourrait être intéressant. Tu vois pas de contradiction particulière entre ton activité et ta pratique religieuse. On rentre dedans dès maintenant ou... Parce que si on en parle, je non, t'as raison. On va peut-être en parler juste après, mais oui, en tout cas, on va y revenir. Mais dans les grandes lignes, en tout cas, j'imagine que si tu fais ce type d'activité, c'est que tu n'en vois pas, quoi. Non, pour moi, OnlyFans, c'est le diable. Mais par contre, j'essaie aussi de sortir les modèles avec qui je travaillais de cette industrie. Et aujourd'hui, je leur propose de faire des nouveaux business. J'espère avoir eu un impact positif sur les personnes que j'ai rencontrées dans cette industrie. Ok, super. Bon, je sais pas s'il faut que je me présente, mais Mais du coup, j'aimerais quand même bien savoir si ça marche. Parce que, sans être évidemment mauvaise langue, les filles qui sont là-dessus, pour beaucoup, n'y sont pas par nécessité, mais ils sont plutôt par appât du gain. C'est d'ailleurs un des problèmes, à mon sens, qui existe avec OnlyFans. Mais du coup, ces filles, on les aide à faire quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'elles ont comme autre capacité ? Quoi ? J'aimerais bien des exemples si tu en as, Lorenzo. Qu'est-ce que tu leur as permis de faire et qu'est-ce que cet argent leur a permis de faire ? Je serais curieuse de le savoir. Mais j'espère que c'est vrai et que ça marche. C'est tout ce que je leur souhaite. Sculfon, donc du coup hôte de ce podcast, et j'ai 24 ans aussi. Écoutez, merci à vous tous d'être venus. Le sujet principal de ce podcast, ça va être en gros, en fait, OnlyFans, c'est une plateforme qui fait de plus en plus parler d'elle, qui a surtout explosé pendant le confinement. Il se trouve que la plupart d'entre vous ont eu une expérience avec cette plateforme, et donc pour rappel, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un peu un Instagram, mais avec du contenu pour adultes, où du coup les créatrices, les créateurs de contenu font payer à leurs abonnés un abonnement pour avoir accès à des images à caractère sexuellement explicite, des vidéos à la demande, etc. Et ça a notamment la particularité, si je ne m'abuse, on peut avoir une discussion avec les modèles et entretenir presque une relation para-amoureuse, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais... Ouais, exactement. Ouais. En gros, ça se présente comme un Instagram, les gens payent pour avoir accès à un feed sur lequel les modèles postent des photos, et après ils peuvent discuter avec les modèles, et les modèles peuvent vendre du contenu supplémentaire en discussion privée. Donc évidemment, le jeu pour les modèles, c'est un petit peu essayer de bâtir une relation avec l'abonné et qu'il a envie d'en voir plus et de dépenser plus d'argent aussi. Donc c'est un peu ça le concept. Donc la question c'est, est-ce que vous pensez que OnlyFans, est-ce que c'est éthique ou pas ? Je vais commencer par... excuse-moi, rappel... Tu peux m'appeler Messa. Messa, ok, super, parfait. Messa, est-ce que tu penses que OnlyFans c'est quelque chose d'éthique ? Est-ce que peut-être toi-même tu travailles dedans, mais à choisir tu préfères faire autre chose ? Qu'est-ce que tu penses moralement d'OnlyFans et de... Alors c'est un petit peu long, je te préviens, parce que ça va partir en dissertation de kilo. Tout d'abord, pour moi, OnlyFans, c'est totalement le contraire de toi. Tu vois, quand j'y pense. En gros, je t'explique un truc. Tu vois, quand t'es une femme, t'es une femme, du coup, tu fais très bien. Quand t'es sur une appli de rencontre, t'es totalement submergé de demandes. Et toutes les 5 discussions, il y a un mec, le premier message qu'il va t'envoyer, c'est tu nude. Et en vrai, sur OnlyFans, je pense retrouver ça. Mais en fait, d'être totalement libre de choisir à qui je parle, même je peux faire payer mes photos, tout ça. Donc moi, au contraire, c'est que je suis vraiment libérée par rapport à qui je donne mon image, qu'est-ce que j'en fais. Et au contraire, je pense que c'est vraiment, même comment dire, redonner aux femmes le pouvoir de ce qu'elles font, de leurs photos, de qui elles rencontrent, à qui elles parlent. Mais je trouve sa réflexion complètement alambiquée. Peut-être c'est juste parce qu'elle est stressée et qu'elle raconte un peu n'importe quoi, mais si son explication de pourquoi elle est devenue modèle OnlyFans, c'est parce que sur les sites de rencontres, on lui demandait des nudes, donc autant les faire payer, ça me semble être un sacré raccourci, quoi. Et puis, en plus, elle dit ça, mais je sais pas où elle était, mais moi, j'ai été sur beaucoup de sites de rencontres, et je sais pas, c'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais c'est pas du tout la majorité des interactions que j'ai eues, donc peut-être qu'elle aurait pu se remettre en question dans sa manière de se présenter, plutôt que de se dire « Ah, mais en fait, visiblement, qui je suis et ce que j'aspire à être, visiblement, le message que j'envoie, c'est ça, je vais vraiment... m'enfoncer dans cette brèche, quoi. » Bizarre, sa réponse est bizarre. Voilà. Il y a quand même eu pas mal d'histoires de photos sur OnlyFans qui leak et au final où on se retrouve avec c'était l'influenceuse Polska qui a arrêté récemment les plateformes de contenu pour adultes et qui disait en larmes que sa petite sœur était venue la voir parce que en fait à la récréation on était venu lui dire regarde les photos de ta sœur et mine de rien est-ce qu'on a vraiment tant la maîtrise que ça sur les photos qui peuvent sortir de la plateforme. Et du coup ma question aussi c'est est-ce que c'est vraiment
vraiment un choix vraiment personnel et qui n'impacte que toi, finalement ça peut aussi impacter ton entourage. Et à ce moment-là, est-ce que du coup la notion de moralité intervient ou non? Bah, en vrai, c'est comme n'importe quel nude, je me dis. C'était dans une relation, tu peux même une relation de mari, t'envoies des photos à ton conjoint, si tu veux vous divorcer, que ce soit en mauvais terme. Et... Elle va dire des conneries. Mais c'est vrai que moi, même avec ce que je fais moi maintenant, donc je fais pas du contenu porno, mais quand même je m'expose, je parle de sexualité. Des fois j'aborde des sujets qui peuvent être scabreux et gênants et ça pourrait clairement être gênant pour d'autres gens dans mon entourage. D'ailleurs, quand je me suis mise en couple, c'est quelque chose que j'ai abordé directement. J'ai dit, bon, ben voilà, moi, ce que je fais, en plus, je disais moi-même, je suis encore mal à l'aise avec ma propre activité, mon statut, et j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui m'encourage et qui ne va pas être gêné. Mais j'aurais tout à fait pu comprendre que ça puisse gêner quelqu'un, que ça puisse gêner l'autre personne. Et je vous avouerai aussi que, bon voilà, j'en ai déjà parlé, tout le monde ne le sait pas forcément, mais moi il se trouve que j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Et c'est vrai que je ne sais pas si j'aurais osé, réussi, eu la volonté de faire ce que je fais maintenant s'il était toujours là. Ça, je dois bien l'avouer. Le fait de ne pas avoir son regard, c'est un soulagement. C'est une manière de dire que oui, le regard des autres est important sur ce qu'on fait. Et puis, un autre événement qui m'a aussi un petit peu troublée, c'est qu'il n'y a pas longtemps, ma sœur est tombée enceinte et a accouché. Et moi, je suis devenue marraine et tata en même temps. Et ça m'a fait me poser cette question. Je me suis dit, mais cet enfant, le jour où moi j'aurai des enfants, comment est-ce que je me positionnerai? Est-ce que je vais réellement assumer tout ce que je fais? Est-ce qu'il n'y a pas un autre virage que j'ai envie de prendre en continuant toujours ce que je fais? Mais même dans mon positionnement, ça m'a vraiment fait poser toutes ces questions. Donc c'est même au-delà du regard des autres, c'est son regard sur soi-même et sa propre responsabilité de se dire qu'est-ce que j'apporte au monde, comment je me présente au monde, qu'est-ce que je raconte. C'est important, donc même au-delà du regard des autres, le regard qu'on porte sur soi et sur ce que l'on fait, c'est important. Il n'a pas fait les balances. Et ça, c'est existe depuis la nuit des temps. Dès qu'il y a eu des photos, le nombre de filles qui, même à l'époque des Polaroids, ceux qui les imprimaient et tout, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il raconte ? Et en fait, la seule chose qui va changer avec les nudes habituels, c'est juste qu'on fait payer. Donc pour moi, ça reste comme n'importe quelle photo. Qu'est-ce que tu envoies ? C'est vrai que le risque, par contre, de leak, il est quand même bien différent. Oui, aussi ça. Un nude envoyé en privé à quelqu'un et des photos sur OnlyFans. Non mais un Polaroid dans un livre oublié chez votre petit copain d'il y a 15 ans, c'est pas pareil que 15 photos de votre derrière qui peuvent être vues par des centaines de milliers de personnes, les zinzins. Et en plus, bon après on y croit pas, mais pour peu qu'on soit un peu barré spiritualité, énergie, moi je crois quand même au fait vous savez, c'est comme les prières en groupe ou la puissance comme ça collective et des représentations et des symboles. Si une personne regarde votre photo et pense à vous, ça n'aura pas le même impact que si 500 personnes regardent votre photo, pensent à vous et se masturbent en même temps. Il y a quand même un truc un peu déséquilibré et peut-être un peu malsain, un peu presque comme un rituel. Il y a quelque chose que je trouve... Non, déséquilibrée, donc elle ne se rend pas bien compte de ce qu'elle dit là. On peut pas comparer un petit Polaroid et puis peut-être des centaines, des milliers de personnes qui se masturbent en pensant à vous, à votre visage, à votre prénom, pour peu qu'ils le connaissent évidemment, mais voilà, qui crée une espèce de lien énergétique, symbolique, sexuel avec vous. Et mais par rapport, tu disais, ton entourage proche, tes parents, etc., ils sont au courant de ça. Mais t'as pas de frères, de petits frères, de petites sœurs qui pourraient... La sœur. Ouais, et eux aussi, ils sont d'accord avec ça. Ils sont clients, directement. Et t'es pas l'empire, toi, hein. Non, mais tu rigoles, mais j'ai vu une histoire comme ça, assez sale, qui est sortie récemment sur Twitter. Je crois que c'était en Norvège ou en Suède. Un père le père d'une fille qui produisait du contenu sur OnlyFans se met à discuter avec une modèle sur la plateforme, entretient quasi une relation avec elle, paye pour ses photos, pour se rendre compte au final que c'était sa fille. Et il le savait pas. Non, parce que il a pas reconnu sur les photos, dépression totale. Il a pas reconnu, c'est comme étonnant. C'est ta fille, comment tu ne peux pas reconnaître son corps? Peut-être qu'elle était félicitaire, peut-être. Oui, elle fait 100 mètres. Oui, je pense que tout. L'histoire. Eh ben, j'espère vraiment que c'est faux. Mais si c'est vrai, ce qui est intéressant là-dedans, ça dit peut-être la mise à distance et l'objectification que font les hommes
des femmes, des prostituées, des camgirls, parce que il devait certainement y avoir des indices que c'était sa fille. Mais comme c'est censé être pardon, mais je vais caricaturer, mais une pute, on ne peut pas concevoir qu'elle fasse partie de notre univers. Et donc impossible de faire le lien avec nos proches et les femmes de notre entourage. Si cette histoire est vraie, en tout cas, je trouve que ça met ça en scène et c'est assez glaçant, en fait. Le compte OnlyFans de la fille, c'est un super coup marketing en fait. Oui. Mais il y a quand même Mais un coup marketing, mais quelle horreur! Mais il est fou, ce type. Une modèle qui est modèle de mère en fille. Sa maman est modèle OnlyFans, elle Les est... maisons Dégueu. closes, c'était aussi comme ça. Hein. Pardon? Les maisons closes, celle le dernier, c'était pareil. Hein. Ah bah peut-être, ouais, je connais pas trop. L'unique aspect positif, l'unique avantage que je vois aux plateformes type OnlyFans et Mime, pour moi, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, on va peut-être tomber d'accord, il y a une certaine forme de sélection naturelle du coup qui s'effectue chez les hommes. Il y a ceux qui vont tomber dans l'addiction à ce type de plateforme et puis qui finalement en fait, vont jamais avoir l'énergie nécessaire, la motivation de se trouver une compagne dans la vraie vie. Le problème, malgré tout, c'est qu'en fait avec les réseaux sociaux, ce phénomène, on va dire, de sélection naturelle, il est en fait démultiplié, amplifié, et on peut se demander aussi si, mine de rien, c'est très... c'est vraiment très approprié que ce soit ce type de contenu qui génère autant d'argent aujourd'hui, et est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre Mais moi j'ai envie de lui dire quand même à Thaïs, c'est que est-ce qu'elle ne fait pas aussi un petit peu son beurre sur la misère sexuelle des hommes? Parce qu'il me semble que c'est ce qu'elle fait. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que ça la dérange et que ça lui pose problème, parce qu'elle y voit peut-être un petit miroir. Non, mais sans faire de la psychanalyse à deux balles, je pense quand même que Thaïs surfe sur cette misère sexuelle aussi. Par contre, je veux bien lui accorder le bénéfice du doute quant au fait qu'elle croit aider ou qu'elle veut aider. Mais je pense que l'appât du gain est quand même bien présent, avec ses petits cheveux blonds, son petit débardeur, à dire à des mecs un peu en perdition, allez, il faut être des vrais hommes, et peut-être qu'en étant des vrais hommes, vous aurez une femme de valeur comme moi, tout en sachant que les trois quarts des mecs n'y arriveront pas, que les trois quarts des mecs sont prêts à payer parce qu'en fait ils fantasment surtout sur elle, plus qu'ils n'ont réellement envie de s'en sortir. Et s'il paye, il paye pour elle. Donc son système à elle n'est pas si éloigné du modèle OnlyFans, il me semble. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qu'elle propose comme service. Il me semble que c'est plutôt des trucs de groupe et d'entraide, des plateformes, mais elle ne fait pas d'accompagnement. Et je pense que c'est dommage parce qu'elle se rendrait compte en fait de du manque de substance de ses conseils, et comme ils ne tiennent pas face au réel et à la vraie vie en fait. Je pense que OnlyFans fait du mal aux hommes. Et c'est là où, pour le coup, je suis pas d'accord dans la notion de le caractère inoffensif. Si les hommes sont si fragiles. Non, mais il y a déjà quelque chose. Mais moi, je trouve que oui, certes, ça fait du mal aux hommes, mais ça fait du mal aux femmes. Et c'est peut-être le peu de part féministe que j'ai en moi. Non, mais sérieusement, moi, je trouve que le OnlyFans est beaucoup plus problématique pour les femmes que pour les hommes, parce que comme il le disait Oussama Ammar, la misère sexuelle n'a pas attendu OnlyFans pour exister, ça c'est clair. Par contre, ce que ça fait aux femmes et leur rapport à leur corps, à la prostitution, à l'argent, à la sexualité, à l'amour, comme ça fout en l'air tout ça, et surtout comme aussi ça fait que des tas de mineurs même rentrent dans ce jeu, parce qu'il y a des tas de filles qui n'ont pas besoin de passer par OnlyFans, hein. Elles ont, je sais pas moi, un compte PayPal, ou parce que maintenant sur plein d'applications il y a moyen de payer. Il y a plein de filles qui se retrouvent, ne serait-ce que sur TikTok ou même sur Insta, à vendre des photos de leurs pieds à des inconnus, et qui se font, je sais pas moi, parfois, qui se font beaucoup d'argent, bref, et qui sont mineurs. Donc, dans quoi est-ce que ça plonge les filles et les jeunes générations? Et il y a des hommes qui le font aussi, évidemment, il y a des jeunes hommes qui se mettent en scène sur OnlyFans, mais principalement les femmes. C'est catastrophique. Moi, je trouve que c'est surtout ça qui est catastrophique.
Parce que finalement, c'est ce que j'avais dit dans une de mes autres vidéos, mais qu'est-ce qui est le plus une attitude de pute finalement? Est-ce que c'est une fille qui couche par plaisir ou est-ce que c'est une fille qui couche, ou en tout cas quand je dis qui couche, qui se met en scène, qui envoie des nudes, est-ce que c'est une fille qui le fait par plaisir, par excitation, par intérêt pour et amour des hommes et de la sexualité, ou est-ce que c'est une fille qui le fait par appât du gain, voilà, et qui le fait avec aucun sentiment, avec très peu d'intérêt, et qui a juste compris la valeur marchande de tout ça, de son corps, de ses fesses, de ses seins, de sa jeunesse, de son utérus, et qui ne fait que le marchander, pour qui les relations ne sont que de longues transactions. Alors évidemment que les relations, il y a toujours une partie qui est de l'ordre de la transaction, mais ce n'est pas que ça, il y a aussi un peu de mystère, un peu de romantisme, un peu de magie, un peu d'amour qui vient embellir tout ça. Si on n'est que dans la transaction, mais c'est la déprime totale. C'est la déprime totale, et si les jeunes rentrent là-dedans alors qu'ils n'ont même pas encore vécu leur premier amour, c'est triste à mourir. Même pas d'orgasme, ils ont même pas de plaisir sexuel. Ah. C'est même pas les femmes avec qui ils discutent directement, c'est très bien que c'est des hommes qui sont payés pour leur répondre. C'est pour ça que c'est tellement cool d'ailleurs. Parce que les femmes, vous savez pas parler aux hommes. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Comme un homme. C'est un cynisme qui est terrible quoi. Mais c'est pas cynique, c'est la vérité. Regarde, c'est comme quand une femme simule. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « Ah, je veux pas que les simule », mais il n'y a rien de mieux qu'une femme qui simule bien. On est tous dans une fantaisie, on est dans une pièce de théâtre. Enfin, il y a un moment, le bonheur, c'est aussi... Ça, c'est pas faux. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit là, parce que les autres, avec leurs idéaux, machin, mais c'est vrai que... qu'est-ce qui est vraiment vrai? C'est quand... qu'on est vraiment 100% honnête, 100%... Même parfois, on ne sait même pas qu'on simule, on simule, enfin... Donc ce qu'il dit est intéressant. Après c'est quand même drôle venant de la part de quelqu'un qui est connu pour mentir énormément, qui disent on s'en fout, on s'en fout de ce qui est vrai, de ce qui est faux, genre au final c'est pas si étonnant venant de cette espèce de mythomane professionnel quoi. Mais qui est malgré tout très sympathique et qui ne dit pas que des bêtises. Au moins il n'a pas un point de vue stéréotypé sur tous ces sujets par rapport aux autres, je trouve. Au moins, c'est un petit peu inattendu et on tend un peu l'oreille. Même si, parfois, ça m'énerve parce que c'est beaucoup trop éthéré et philosophique et un peu on se touche la nouille, quoi. Et alors, qu'est-ce que les hommes devraient faire pour aller mieux, d'après toi? Beaucoup de choses, je pense que... Bonne question, Oussama. Déjà, effectivement, quitter les plateformes, si jamais ils y sont, OnlyFans, Mime, etc. Je suis désolé frère, je suis fichu. Arrêtez dans la mesure du possible de regarder par exemple aussi de la pornographie. Il y a un nombre d'études... Ouais, porno aussi. Même vintage. Ah bah... non mais disons que... Tu balances les catégories que tu regardes uniquement. Ouais. Non mais en fait... Moi je peux les balancer, je m'en fous. Ouais. Ça, il y a un nombre faramineux d'études comme quoi ça a pour le coup des conséquences mauvaises sur le cerveau, et même dans les relations amoureuses que les hommes vont développer par la suite, et une vision biaisée de la réalité. Dans leur rapport avec les femmes, c'est beaucoup plus malsain, ils ont beaucoup plus de difficultés par exemple à être ne serait-ce que excités par une femme, etc. Donc déjà revenir à une relation un peu plus saine qui est plus basée sur juste la biologie de base et pas niquer son cerveau avec des trucs aussi malsains que ça. Mais encore une fois, je veux dire, je vais pas interdire la pornographie, tu vois. C'est vraiment juste se prendre en main et puis développer sa propre valeur en développant les qualités classiques de la virilité. Savoir le sens du devoir, le fait justement d'être capable de pourvoir pour sa famille, pour trouver une femme de valeur et du coup aussi la mériter. Abstrait, parce que quand je dis aux hommes, trouvez des femmes de valeur avec qui fonder des foyers parce que c'est avec elles que vous aurez une famille stable. Non mais elle est marrante. Devenez plus viril, trouvez des femmes de valeur. Ah, très bien. Merci pour ces injonctions, pour ces ordres donnés à la baguette. Mais ils font comment en fait, les mecs? Ils font comment? C'est très facile de dire tout ça, mais il va falloir se mouiller un peu plus, quoi, parce que c'est pas si simple. C'est pas du tout aussi simple. Ça ne se résout pas en disant ce qu'il faut faire. C'est pas en disant ce qu'il faut faire que les gens le font. C'est plus complexe que ça, Thaïs, en fait, d'accompagner les hommes.
Parce que s'ils savaient comment le faire, ils le feraient. Peut-être que s'ils ne le font pas, c'est que c'est justement là où il y a des nœuds en fait. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'en sont pas capables? Qu'est-ce qui est de leur responsabilité? C'est-à-dire à quel point est-ce qu'ils manquent de maturité, de connaissance, de sens de l'effort, de discipline, et à quel point est-ce que c'est le réel autour d'eux qui leur met des bâtons dans les roues, c'est-à-dire l'hypergamie féminine, c'est-à-dire une région où il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est-à-dire un physique ingrat qu'ils n'ont pas choisi, c'est-à-dire des traumas familiaux qui leur sont tombés dessus. Et après, une fois qu'on fait, à chaque fois qu'on dresse une espèce de cartographie comme ça, qu'on fait le portrait, un tableau où on analyse, quoi, on fait le point sur la situation de quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui apporte comme outil, quelle aide est-ce qu'on lui apporte au quotidien sur X temps, sur quelques semaines, quelques mois, pour qu'il arrive à surmonter ses propres difficultés et qu'il y arrive. C'est ça qui est... Enfin, c'est là-dedans que ça se passe, c'est pas ailleurs. Donc, dire ce qu'il faut faire, ça... Bon, voilà. No comment. Pérenne, que vous pourrez fonder quelque chose qui tient dans le temps et qui vous rendra pleinement heureux. Je dis aussi, ces femmes-là, elles sont rares et elles ne seront accessibles qu'aux hommes qui les méritent. Et donc, travaillez sur vous, faites du sport, et un mode de vie qui soit sain. Ça, c'est toujours facile. Devenez plus riche, devenez plus beau, devenez plus intelligent. Ah, merci. Et il y a un métier qui rapporte le plus possible, ou en tout cas essayer de... Devenez quelqu'un d'autre en fait. D'améliorer votre situation de manière générale en fait. Toi tu veux te marier, tu veux avoir 20 ans. Fertilité chez les femmes, c'est pas quelque chose qui est éternel non plus. Donc 15-20 ans, tu peux avoir plus de difficultés à avoir des enfants si t'en veux plusieurs. Je verrai le problème à ce moment-là, je pense. Mais là, tu vois, j'ai encore beaucoup trop d'expérience à me faire. J'ai clairement, Et l'expérience qui est, du coup, éviter OnlyFans. Ah ouais, totalement. Non, je rigole. Si je me dis, en vrai, je préfère sortir avec 15 mecs avant de me marier pour trouver le bon, tu vois, savoir quels sont les red flags pour longtemps. Vraiment. Et en fait. Pas beaucoup, 15. Merci Oussama. J'adore l'hypocrisie des filles sur les chiffres. Fais pas genre 15 dans notre monde moderne. C'est devenu. Non, t'inquiète. C'est malheureusement la moyenne, mais pour le coup, moi, clairement, c'est vraiment pas un truc. En tout cas, j'estime que justement une femme de valeur, quoi, se limite. C'est quoi le chiffre maximum et à partir duquel tu deviens une salope? Parlons alors, c'est une bonne question. C'est un sujet tabou. Non, mais c'est un vrai ça dépend, évidemment, ça dépend de l'âge. 5 à 20 ans. T'as le droit à un nombre par année? C'est pas faux. Des quotas. Franchement, je dirais que déjà ça dépend évidemment de l'âge. Donc voilà, si t'en as 15 à 20 ans, 15 à 30 ans, c'est pas la même chose évidemment. Ok, d'accord, voilà. Donc ça fait 2 par an quoi. Maintenant, je pense que, en fait, malheureusement, moi je pense qu'évidemment, le moins il y a, le mieux c'est. Je pense que ça a des. Je pense qu'une fille qui a juste vierge jusqu'au mariage, c'est une fille de haute valeur. Oh là. Ah pour le coup, oui. D'accord. Oui. Pas d'expérience, elle sait pas ce qu'elle aime. Mais c'est pas une question, là pour le coup, c'est un vrai mensonge, je trouve que la société fait sur le. Je suis d'accord avec lui, je pense que c'est une psychopathe. Non, ça dépend dans quelle société, dans quelle culture on parle. Dans notre univers actuellement, ça pourrait être un peu une psychopathe. Pour en avoir connu, elles sont rarement tout à fait normales dans leur tête. Et puis surtout, il faut voir pourquoi. Est-ce que c'est par manque d'occasion ou est-ce que c'est par choix? Et là, ce ne sera pas du tout pareil. Ce ne sera pas du tout pareil. Et là, Thaïs, vu sa réaction, visiblement, elle a eu moins de 15 partenaires à 24 ans. Bon, allez, on va dire que c'est normal. Moi, ça me semble un petit peu mais on va dire que c'est normal. Mais bon, ça dépend. Est-ce qu'elle en a eu moins de 3? Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Il n'y a pas... personne obligé... on n'est pas obligé d'en avoir plein. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, d'avoir une idée aussi arrêtée par rapport aux chiffres, c'est toujours un petit peu risible. Mais je vais continuer avant de dire vraiment le fond de ma pensée. Je pense qu'aucun homme n'attend de sa femme que ce soit une excellente performeuse au lit, tu vois, en vérité. Pour moi, le sexe, c'est comme la base. En fait, là, justement, c'est intéressant qu'il dise ça, Lorenzo, parce que c'est ni vrai ni faux. Ça dépend des hommes et ça dépend de leur propre expérience. Et très souvent, les gens se mettent en couple avec des personnes qui
qui ont relativement le même body count, qui du coup ont relativement le même rapport à la sexualité et les mêmes capacités sexuelles. Alors il y a évidemment toujours des exceptions, ce que vous voulez, mais c'est pour ça que ce débat au final il est un peu, il n'est pas très pertinent dans le sens où voilà, en général on se mélange pas en fait. Et donc un homme qui a eu quand même pas mal de partenaires et qui est habitué, je sais pas, à des filles qui font bien, à des filles qui font des bonnes fellations, à des filles qui sont à l'aise avec le sexe anal, avec des filles qui ne sont pas mal à l'aise dès qu'il y a un peu trop de lumière, ben ils n'auront pas envie de s'engager avec une fille qui ne sait rien faire de tout ça et qui est même gênée de faire une fellation, quoi. Enfin, non, il y aura un trop gros décalage. Et dans le sens inverse, un homme qui aura eu très peu d'expérience, qui peut-être aura même un manque de confiance par rapport à sa sexualité, sera mal à l'aise et n'aura pas forcément envie d'être avec une fille qui est beaucoup plus délurée que lui sexuellement. Parce que non seulement il va se sentir humilié, mais en plus il risque d'avoir peur de pas être à la hauteur parce que la fille elle aura des attentes évidemment de créativité, de performance auxquelles il ne saura pas répondre. Alors évidemment il n'y a pas que le sexe, il y a aussi l'amour, mais dans dans la rencontre, ces choses-là quand même sont présentes et vont déterminer un peu la suite des événements, surtout dans une situation où on a beaucoup d'options, de choix et que toutes les portes sont ouvertes, quoi. Donc dire que les hommes ne cherchent pas des filles douées sexuellement, c'est ni vrai ni faux, mais en tout cas c'est faux de dire qu'on s'en fout du sexe et qu'on veut des partenaires pas spécialement doués, c'est faux, c'est juste faux, voilà. En plus si elle est inexpérimentée, tu sais que tu peux prendre le temps de lui apprendre des choses. Exactement. Et tout ça, y a pas... Le grand mensonge, pas si elle est nulle. On raconte c'est bien mieux au bout de la 40e, 60e fois avec la même personne parce que vous vous connaissez qu'avec 60 individus différents. Et au final, tu connais pas la personne, c'est nul, t'enchaînes. Quel intérêt à ça, quoi. Et je suis désolée, l'expérience sexuelle, t'as pas besoin. C'est juste une excuse pour toi pour être des choix, quoi. À t'entendre, mais c'est fou ce qu'elle dit parce que, encore une fois, il n'y a pas une vérité, genre il n'y a pas les coups d'un soir c'est merveilleux ou c'est nul à chier et les relations longues sont super, mais faut arrêter, c'est simplement qu'elle ne l'a jamais vécu et c'est dommage pour elle. Après, elle a l'air très heureuse comme ça, donc je ne veux pas la provoquer en disant ça, mais ça arrive et tous les gens qui ont eu des coups d'un soir pourront en témoigner. Ça arrive dans l'effervescence d'une rencontre où on est dans le lâcher-prise total et on connecte avec quelqu'un et tout s'enchaîne de manière incroyablement fluide et naturelle et le sexe est incroyable. Et comme il n'y a pas la même charge mentale, enfin au-delà de la charge mentale, il n'y a pas la même représentation qu'on se fait de l'autre, on se sent beaucoup plus libre parce que comme on n'est pas en couple, on n'est pas en train de se dire oui mais il attend que je sois comme ci et que je sois comme ça et je ne devrais pas accepter ça, et on n'est pas dans toutes nos représentations qu'on peut se faire parfois habituellement et qui peuvent raidir un peu les relations de couple. J'en sais quelque chose vu que je parle avec des couples qui ont ce problème très fréquemment. Donc c'est vraiment faux et c'est une méconnaissance de la sexualité que de croire que les coups d'un soir c'est forcément quelque chose d'avilissant, qu'on regrette, qui se passe mal et qui serait forcément moins bien qu'une relation longue. Parce que moi je peux vous dire que j'ai eu des coups d'un soir qui étaient bien mieux que des relations longues. Voilà, après je suis jamais vraiment restée avec des gens avec qui sexuellement c'était médiocre, donc voilà. Mais elle a faux, simplement elle a faux, parce qu'elle n'a pas vécu ça, donc en fait elle ne sait pas de quoi elle parle. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Thaïs, quand tu parles de sexe. Un homme qui a plein de relations avant le mariage, lui c'est un homme de valeur. En fait, c'est pas sur les mêmes critères que se base la valeur d'un homme, tu l'as dit toi-même. Donc ça ne détruit pas sa valeur, le fait de connaître plein de femmes. Non, pas ça. Mais à partir du moment où ça ne se voit pas, où on ne peut pas le déceler chez quelqu'un, est-ce que c'est si important et révélateur que ça? Je veux dire, on peut le cacher en fait. Donc à partir du moment où c'est cachable, c'est que ce n'est pas si... et que ça ne révèle pas grand-chose. Et c'est agaçant parce qu'on mélange toujours tout. C'est pas parce que une fille a eu plusieurs rapports sexuels
qu'elle s'est forcément dévoyée et qu'elle ne s'est pas respectée et qu'elle l'a mal vécu et qu'elle le regrette. Une fille peut avoir eu 30 aventures sexuelles qui se sont merveilleusement bien passées, où elle était parfaitement consentante, parfaitement lucide, parfaitement sobre, avec des hommes qui l'ont respectée et où c'était chouette et tout s'est très bien passé. De la même manière, une fille peut avoir seulement eu 2 ou 3 relations avec des mecs qui l'ont maltraitée, qui n'ont jamais respecté son consentement, qui l'ont humiliée. Qu'est-ce qui est mieux alors? Enfin, je veux dire, une relation longue n'est pas synonyme de sexe respectable, enfin comme elle a l'air de parler en termes d'être digne et d'être... Parce qu'au final, peu importe, digne, pas digne, machin, le truc c'est, tiens, quand on choisit un partenaire, qu'est-ce qui importe? Et ce qui importe, c'est surtout que cette personne se soit respectée. Voilà, et qu'elle n'ait pas vécu des choses abominables et qu'elle n'ait pas des casseroles abominables. Et on peut clairement avoir des casseroles et des histoires abominables en étant en couple et avoir une vie sexuelle totalement respectable en étant libre et en ayant virevolté, me semble-t-il. Et parce que s'ensuit cette deuxième question qui pour moi est stupide, de dire « Ah oui, mais quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience ne sera pas capable, ne sera pas sérieuse, n'arrivera pas à s'engager dans une relation de couple. » Ah bon. Ah bon. Donc en fait, il n'y a que les gens qui ont eu moins de X partenaires qui sont en couple, qui sont mariés, ou des enfants, ou en tout cas qui sont investis dans une relation sérieuse. Ben en fait non, voilà. Non, c'est faux. Après, le seul truc que moi je reconnais tout à fait, que je reconnais volontiers, c'est que parfois, ça peut être symptomatique d'une période difficile, d'un déséquilibre, de problèmes relationnels avec ses parents et son père, mais ça se traduira pas forcément par un grand chiffre, ça se traduira par une grande période de dévoiement, des conneries, une attitude borderline, un rapport compliqué d'ultra-séduction avec les hommes. Enfin, ça peut être plein de choses, mais il faut arrêter avec ce truc binaire de beaucoup de partenaires égale une fille qui n'a pas de valeur. Non, et encore une fois, ça dépend aussi du profil de la fille et des opportunités qu'elle a eues. Une fille qui serait un top modèle et qui a plein d'opportunités, par exemple Kendall Jenner, bon après il y en a qui pourraient dire pour moi c'est pas une fille de valeur, n'empêche que sa valeur sur le marché du mannequinat, et puis tous les mecs et même les mecs très fortunés qui rêveraient soit de se la taper, soit d'être en couple avec elle, je pense que c'est aussi ça qui définit sa valeur, c'est qui en veut d'elle, et il y a beaucoup de gens qui veulent d'elle, et pourtant elle s'en est tapée des mecs, hein, donc bon, voilà. Donc cet idéal de la fille qui n'a pas eu, ou qui a eu très peu de relations, bon c'est un mythe, évidemment elle peut exister et elle peut plaire à certains, mais c'est pas un idéal pour tout le monde, quoi. Faut arrêter avec ça. Ouais, je pense non, parce que même à côté d'un bon truc, pourquoi vous épousez une personne? Vous l'épousez pour sa valeur, quoi? Non, vous l'épousez parce que vous l'aimez, parce que vous avez envie de construire un truc avec cette personne, non? Tu n'aimes pas une Oui. personne de manière... Voilà, bien sûr, l'amour est conditionnel. Ah, mais bien sûr que l'amour est conditionnel. Moi, je n'étais pas dit le contraire. Non, mais ce qu'elle soulève là, il y a un côté un peu naïf, mais en même temps, c'est ça aussi, s'il vous plaît. Un peu de romantisme, un peu de légèreté, un peu de naïveté, un peu de magie, en fait. Moi, ce qui me bute, ce qui me fume, ce qui me déprime avec ce genre de discours, c'est que tout est ultra défini, cloisonné, et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que c'est bien, et c'est comme ça que c'est acceptable. Mais non, en fait, encore heureux que l'amour ne puisse pas se gérer de la même manière qu'on gère une entreprise ou son travail. C'est bien de s'en inspirer pour être un peu plus réaliste que nos parents qui sont des postes 68 heures, mais il faut pas tomber dans l'extrême inverse de vouloir tout suranalyser, de tout prédire, de dire oui, je veux le moins de risques possible que mon couple échoue, et je veux une fille qui ait eu du coup le moins de partenaires possible, et que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas un ensemble de data en fait, la création d'un couple. Ça va demander un peu plus de sueur, un peu plus de larmes, un peu plus de cœur. Donc cette analyse, oui, bien sûr, elle a du vrai, et tant mieux si on peut un peu minimiser parfois les risques de se casser la gueule, mais à un moment,
c'est inévitable et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'amour même. Enfin, donc ça m'exaspère d'être autant dans le calcul, quoi. Donc, après, je suis pas débile, hein. Évidemment que l'amour, il est conditionnel. Enfin, le couple est conditionnel, pas l'amour. C'est ça qui est... Normalement, c'est la naissance de l'amour qui donne... Enfin, c'est l'apparition de l'amour qui donne naissance au couple. C'est l'existence de l'amour qui donne naissance au couple. Et quand je dis que le couple est conditionnel, ben c'est si tu me trompes, ou si, je sais pas, il y a des gens, si tu deviens obèse, je ne resterai pas avec toi, ou si tu ne veux pas d'enfant, enfin, voilà, c'est normal, c'est un contrat, le couple, pas l'amour. L'amour, c'est un petit miracle. Je te défends, pour une fois que je te donne un argument, je ne suis pas... Non mais de fait oui, l'amour, enfin je pense que l'amour inconditionnel c'est un des mensonges de la modernité. On aime toujours quelqu'un parce que son aspect physique nous plaît, parce qu'il nous a prouvé sa personnalité, parce qu'il a fait preuve de valeur justement, je sais pas, de courage. Oui, mais oui et non, à un moment l'amour c'est quand même quand on ne peut pas l'expliquer. Parce que bien sûr qu'il y a cette partie très sociale, et surtout les filles, et elle doit être comme ça, de vouloir un mec qui correspond à tel critère, qui va plaire à ses copines, qui va plaire... Mais c'est pas de l'amour, ça c'est pas de l'amour, ça c'est des contes d'apothicaire. L'amour, quand ça te tombe dessus, c'est la merde. C'est la merde. Donc, ce n'est pas à ce point calculé et réfléchi. Et si elle le voit comme ça... c'est bien dommage parce que c'est qu'elle n'a jamais lâché prise ni dans l'amour ni dans le sexe. Ce sera ma conclusion. Le moteur des hommes, ce qui les pousse à accomplir des prouesses, conquérir des terres, acquérir des postes de pouvoir, c'est souvent pour impressionner une femme, avoir accès à plus de femmes, etc. Ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour impressionner. Ah, Voilà. Bien sûr. Sans elle, on vivrait sur un canapé tranquille. Voilà, c'est le plus grand moteur de développement personnel, les femmes pour les hommes. Bon, on peut finir là-dessus. Ça, c'est vrai, je suis bien d'accord. Et visiblement, ça met tout le monde d'accord, puisqu'ils sont tous là pour en parler. Au-delà du fait que ce soit un super outil de développement personnel pour les hommes, c'est surtout un éternel sujet de discussion, de débat de ce que les femmes font de leur derrière. Ça, ce sera sans fin, jusqu'à la fin du monde. Et pourquoi? Et c'est normal, hein, mais pourquoi? C'est parce que c'est avec le ventre des femmes qu'on fait les bébés et le ventre des femmes appartient au monde. C'est peut-être bizarre dit comme ça, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, mais il me semble que c'est pour ça, qu'on le veuille ou non, qu'on continuera toujours d'avoir des avis sur ce que font les femmes. Maintenant, tout ça, ça se cadre et il faut faire la différence entre, tiens, qu'est-ce qu'une femme fait d'elle sexuellement et qu'est-ce qu'une femme fait d'elle en tant que mère, et ce sont deux choses différentes. Mais bref, vaste sujet, c'était très long, j'ai pas pu réagir sur tout, mais je pense que peut-être ce qu'il en ressort, c'est qu'ils ont tous des postures pratiquement et que c'est ce que Lorenzo... En fait, Lorenzo a dit à un moment, moi je pourrais sortir avec une modèle OnlyFans parce que de toute façon, moi je suis dans un univers où on va pas me juger, mes amis seraient tout à fait à l'aise avec ça et tout. Et en fait, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que lui, comme Thaïs et comme Oussama Ammar, ce sont des gens qui ne sont pas conventionnels. Ils n'ont pas un travail normal, ils n'ont pas un rythme de vie normal, ils n'ont pas un entourage normal. Ils sont quand même un petit peu marginaux et un peu plus libres que la plupart des gens. Donc, mais surtout Thaïs et Lorenzo, quand ils se tiennent comme ça, ils se cramponnent à des postures, et surtout Thaïs, mais ce sont des postures qu'ils imposent aux autres, mais qu'ils ne respectent pas du tout, ou très peu. Au moins, Oussama Ammar, il a la lucidité de reconnaître qu'il est un petit peu hors norme. Mais bon, lui, il peut... Enfin, allez, prenez la marginalité, ce n'est pas un conseil. Comme prenez à tout prix le fait d'être ultra conventionnel, c'est pas un conseil non plus, surtout quand on ne le respecte pas soi-même. Alors, on est quelques jours plus tard, j'ai eu des problèmes d'export de vidéos. Bref, ça fait que, entre-temps, j'ai eu l'occasion de réfléchir à ma conclusion. Donc, je vous fais ma petite conclusion maintenant. En fait, justement, plus je réfléchissais, plus je m'agaçais parce que je me disais, mais en fait, pourquoi est-ce que j'écoute
Thaïs, parce que moi j'ai 32 ans, son avis en fait ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr la place qu'elle prend, la posture, le personnage, ce qu'elle représente. Mais et ça, c'est ma posture en tant que, quelque part, love coach. Mais après, moi, en tant que personne, son avis et sa posture sur le sexe et le couple ne m'intéressent absolument pas parce que on n'a pas le même âge. Moi, j'ai 32 ans, elle a moins de 25 ans. Et là se pose en fait une étrange question. C'est que soit elle n'a réellement presque rien vécu, ou en tout cas n'a pas vécu d'aventure, pas eu beaucoup d'expériences différentes. Et dans ce cas-là, elle ne sait pas de quoi elle parle, puisqu'elle a vécu vraiment très peu de choses. Donc, à partir de quoi et de où parle-t-elle, puisqu'elle n'est pas experte dans ce domaine. Et ensuite, si par hasard il s'avérerait qu'elle a peut-être un peu plus d'expérience que ce qu'elle veut bien nous faire croire, eh bien, elle serait peut-être un peu plus intéressante, mais pas du tout légitime, puisque en totale contradiction avec justement sa posture. Donc, voilà, soit elle dit la vérité et du coup, son avis n'est pas intéressant puisqu'elle n'y connaît rien, soit elle ne dit pas la vérité et son avis n'est pas intéressant puisqu'elle ment. Mais ce serait déjà un peu plus intéressant si elle mentait, et franchement, je pense qu'elle ment un peu, ou en tout cas, je l'espère. Et là où je dis que c'est pas intéressant, c'est parce que justement tout ce qu'elle raconte n'a pas été confronté au réel, me semble-t-il, et ça sonne plus comme un petit peu un perroquet qui répéterait toutes des théories américaines qu'on a entendues, réentendues, et surtout ça sonne comme juste quelqu'un qui se place en opposition à un discours stupide, c'est-à-dire les féministes ultra woke, gauchistes. Oui, c'est sûr que là-dedans il y a vraiment des conneries, mais se mettre en opposition, c'est juste être la deuxième face du même problème, quoi. Ce qui n'est pas plus intéressant. Voilà. Et aussi, ce que je ne comprends pas trop, c'est que toujours dans ces discours, à parler de sexe comme il fallait toujours faire attention et calculer et pas trop en faire et pas trop coucher. C'est stupide ce que je vais dire, mais à un moment, le sexe, c'est agréable, c'est fun, c'est chouette, c'est sympa. Ce n'est pas qu'un outil, c'est pas qu'une monnaie d'échange, ce n'est pas que de la transaction, ça ne doit pas toujours être calculé. Et ça m'exaspère un peu qu'on en parle toujours de cette manière-là, alors que... pour moi, c'est une manière d'en parler comme si on n'aimait pas le sexe, quoi, franchement. Et c'est un peu désespérant parce que vous vous doutez que moi, ce n'est pas mon positionnement. Voilà, et surtout les mecs qui parlent comme ça, j'ai envie de leur dire, est-ce que vous vous rendez compte que vous jouez contre votre propre équipe, puisque au plus vous allez tenir des discours à base de oui, moi je ne coucherai jamais avec une fille qui a eu plus de 3 partenaires, ou je ne me mettrai jamais en couple avec une fille qui a eu plus de 5 partenaires. Mais en fait, si déjà vous souffrez de l'hypergamie féminine, mais ça va être pire, plus vous allez tenir un discours comme ça, moins vous allez réussir à coucher avec des filles, parce que les filles vont avoir peur de votre jugement, de votre regard, elles vont avoir peur de passer pour ceci, cela, gna 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 gna, et plus personne va baiser, en gros, quoi. Enfin, plus on va continuer dans cette direction, moins il y aura de sexe. Et je crois pas que c'est ce qu'on veut quand on parle de misère sexuelle, c'est de ça aussi dont on parle. Et je pense que la misère sexuelle, elle est également entretenue par ce genre de discours. Clairement, ce genre de discours n'aide pas à être plus détendu, à ce que la rencontre se fasse plus facilement. Et puis cette manière toujours de parler du sexe, surtout pour les femmes, en disant oui, si une fille a eu X partenaire, elle ne s'est pas respectée et c'est une chouin, comme Thaïs dit à un moment. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, comme ça c'est peut-être une folie, hein, mais imaginez que les femmes aiment le sexe et que ça arrive que des femmes couchent avec des hommes parce que le sexe, c'est chouette. Sans arrière-pensée, sans avoir de daddy issues, sans avoir donc des problèmes avec leur père, sans souffrir de dépression, de solitude ou de bipolarité, mais juste parce que c'est chouette, c'est sympa et qu'on n'a pas forcément envie de s'engager avec quelqu'un pour avoir du sexe avec cette personne, et que bien souvent, pas bien souvent, mais quand même ça arrive, les personnes avec qui ça match très bien sexuellement, avec qui c'est chouette, on s'amuse, ne sont pas forcément des personnes avec lesquelles on peut s'engager dans la vie. Enfin bref, ça c'était surtout par rapport aux histoires de body count, etc.
Et par rapport à OnlyFans, moi ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ça amène à se poser la question de à partir de quand est-ce qu'un rapport est de l'ordre de la prostitution ou pas, ou qu'est-ce qui relève de la prostitution ou pas, parce que elles sont là en train de dire oui, OnlyFans c'est de la prostitution, non ça n'en est pas, c'est de la prostitution virtuelle, non mais c'est quand il y a de l'argent, non mais c'est quand il y a du sexe, Bon ben visiblement le curseur, les nuances ça appartiennent à tout un chacun, et c'est là où ça m'amène à ma conclusion à moi, qui est que Thaïs, avec ses grands airs à dire que c'est de la prostitution et que c'est mal et machin et le body count, quelque part ce qu'elle fait, je ne dirais pas que ça c'est de la prostitution, mais elle-même utilise la misère sexuelle des hommes pour faire son beurre. Elle sait que les hommes qui la regardent et qui l'aiment bien, en fait, fantasment sur elle plus qu'ils ne s'intéressent réellement à ses propos. La preuve en est, c'est qu'elle n'a pas réussi à en vivre et à vendre vraiment tous ses programmes parce qu'elle n'a rien apporté de nouveau. Ou en tout cas, elle n'a rien apporté de fonctionnel. Donc, elle se nourrit également de cette misère affective sexuelle des hommes. Et je trouve que c'est intéressant de se demander, bon, bah, à partir de quand est-ce que quelqu'un est dans une attitude, dans une dynamique de prostitution, et où est-ce que ça se situe? Moi, comme je le disais, on va peut-être finir là-dessus. Selon vous, quand est-ce que c'est vraiment de la prostitution? Est-ce qu'une fille qui aime le sexe et qui couche avec beaucoup d'hommes relativement facilement, mais toujours dans la joie, dans la bonne humeur, par seulement un réel désir pour ces hommes, par intérêt pour la question sexuelle et la question du désir, est-ce que ça fait d'elle plus ou moins une pute que une femme qui couche pour de l'argent sans aimer le sexe, sans avoir aucun intérêt pour les hommes avec qui elle couche, et uniquement pour un intérêt pécunier, et parfois peut-être même sans sexe, mais qui est uniquement dans la transaction sexe réel ou virtuel contre calories, contre argent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais très curieuse d'avoir votre avis, et puis moi, je serais curieuse aussi de voir comment les choses vont évoluer avec Thaïs, parce que j'espère que plus elle va s'éloigner de cette posture où elle essayait de vendre des choses et elle va rentrer dans juste un discours et qu'elle va animer des débats, plus elle va être honnête, se dévoiler et amener plus de nuances, parce que ça en manquait cruellement. Ou c'est même pas de la nuance, c'est de la profondeur. Voilà, ce sera ma conclusion. Et je vous mets en description le lien pour regarder le podcast, comme ça vous allez pouvoir vous faire votre propre avis sur cette vidéo, et je vous mets également en lien de quoi réserver votre appel découverte avec moi. Et maintenant je pense que je vous ai tout dit, je vous fais des gros bisous, bisous YouTube, bisous à tous mes ex, et à la semaine prochaine.